Jean-Christophe Notin, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de La guerre de la France au Mali, qui vient d'être publié aux éditions Taillandier. Est-ce qu'on peut dire que la guerre de la France au Mali, c'est une guerre décidée par des civils qui ont fait pression sur l'armée pour qu'elle soit menée? Alors c'est un peu résumé un peu le thème évidemment. C'est-à-dire que c'est très partagé. À l'Élysée, la tendance est nettement contre. Les diplomates en général sont contre cette intervention. Nous sommes dans la vision élyséenne de l'Afrique aux Africains, on n'intervient pas. Évidemment, du côté des militaires qui connaissent très bien l'Afrique, il y a une volonté d'y aller. Il y a également une très forte volonté au sein de la DGSE, contrairement à ce que l'on a pu dire, au sein des troupes de la DGSE. Et donc, c'est par un échange entre civils au cabinet du ministre de la Défense et certains militaires partant pour l'offensive que l'intervention s'est décidée. C'est une guerre qui a été beaucoup menée par les forces spéciales françaises. Est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre moderne qui s'appuie sur le paradigme de la guerre moderne avec des forces spéciales, des drones, des moyens de renseignement? Ou au contraire, une guerre très ancienne puisque des soldats se sont retrouvés à crapahuter dans le désert avec 30 kilos d'armement sur le dos pendant des jours et des jours? Alors c'est un panachage très intéressant, je dirais, qui va sans doute faire école. Les forces spéciales ont emmené l'opération Serval les 3 premières semaines. C'est elles qui conquièrent la plupart des grandes villes et même des petites villes. Et donc ensuite, évidemment, les forces spéciales ne peuvent pas tenir seules le terrain, elles peuvent tenir 1 jour, 2 jours à tout casser. Donc il faut le gros des troupes, il faut une brigade, il faut l'armée de terre. Et c'est là où l'on va voir, vu les circonstances d'envoi, de projection, comme le disent les militaires, de cette force, qui est partie avec peut-être pas tous les moyens logistiques dont elle avait besoin, que des hommes vont se retrouver à dormir par terre, avec des véhicules pas toujours en très bon état, ce qui ne met que plus en valeur leur courage et leur détermination. Ce qu'ils ont dû faire avec des conditions dantesques, on peut le dire. Vous racontez la guerre presque au ras du sol, au ras du terrain, et quelque chose qui revient souvent, ce sont les contraintes budgétaires. Aujourd'hui, dans une période de contraction du budget de la défense, est-ce que l'argent est toujours le nerf de la guerre? Oui, ça c'est évidemment. N'importe quel militaire, mais je veux dire, dans n'importe quelle administration, ils sont toujours à demander évidemment plus d'argent, mais on peut voir avec le Mali qu'on est certainement arrivé, je dirais, au fond de la bouteille. Et que l'opération s'est très bien menée, c'est une magnifique réussite. Les troupes ont démontré toute leur valeur et les matériels les plus modernes ont été engagés. Mais à côté de ça, vous avez eu des carences énormes en logistique, en transport aérien, en transport routier, des hélicoptères qui sont également pas assez blindés, qui les mettent dans des conditions de danger extrême. Et donc évidemment, nous sommes un peu au taquet de ce que peut faire l'armée française. Il vaut mieux éviter qu'il y ait 2 Serval à la fois, pour résumer les choses. Est-ce que justement dans la foulée, l'opération centrafricaine a pénalisé l'opération malienne? Non, non, ça on ne peut pas dire non, parce que ce n'est pas exactement le même type de troupes qui ont été envoyées, le même type de matériel. Donc il y a un équilibre relatif qui s'est fait. Le Centrafrique, c'est quand même survenu quand le Mali était vraiment en pente descendante. Depuis, c'est remonté, il y a des événements graves qui se déroulent. Mais les deux donc, sont relativement, je dirais, complémentaires, ça n'a pas pesé énormément. Il y a eu des arbitrages à faire sur un certain type de vêtements comment on dit, de protection, des gilets pare-balles, qui évidemment n'étaient pas à disposition dans les forces qui ont été déployées. Est-ce que durant la guerre au Mali, on a assisté à ce qu'on pourrait appeler une démonstration de force, à la fois de la part de l'armée qui a voulu montrer ses compétences militaires dans un contexte justement où on a l'intention de lui réduire son budget, mais aussi d'une démonstration de force politique pour montrer que la France sait encore tenir son rang parmi les rares grandes puissances à être capable de se projeter à l'extérieur? Je dirais oui, évidemment, tout ça est complémentaire dans une période de restriction. On était en plein redébat sur la loi de programmation militaire, il y avait le livre blanc. Il y a évidemment une volonté des armées de démontrer leur savoir-faire sur le terrain, donc déployer les outils les plus modernes et les meilleures troupes. Mais je dirais tout ça a contribué aussi à renforcer l'image de la France, à renforcer son efficacité sur le terrain. Évidemment, la France avait tout intérêt, surtout vis-à-vis des Américains, à démontrer qu'en Afrique, on restait tout à fait performant et qu'on pouvait rester maître en la matière dans toute cette région. Est-ce que le but de la guerre a été atteint? Vous dites que le but de la guerre, c'était de détruire les terroristes, mais est-ce que la France est vraiment parvenue à détruire ces terroristes dans le Sahel? Non, alors là, manifestement non. Je dirais que c'est la faute incombe aux politiques et qui ont très vite crié victoire. Ça, on est un peu dans le storytelling, il faut dire les choses clairement. Une grosse partie de l'infrastructure djihadiste a été tuée, de nombreux djihadistes ont été tués, mais évidemment, le djihadisme est un phénomène qui dépasse très largement les contingences, je dirais, militaires. L'effectif djihadiste
se reconstruit de lui-même à partir du moment où le terreau existe toujours. Le terreau, c'est la misère, c'est le conflit nord-sud au Mali. Tant que ces questions-là ne seront pas résolues, hélas, cette question restera. Donc non, le terrorisme n'est pas détruit. Est-ce que justement, les guerres auxquelles on a pu assister ces 15 dernières années, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, les bombardements sur la Libye, aujourd'hui le Mali, la Centrafrique, la victoire militaire est facile, mais la victoire politique ou voire même économique est beaucoup plus difficile? C'est toute la question. À quoi sert une opération militaire de cette envergure? On peut dire en l'occurrence que pour le Mali première phase, elle était évidente, elle s'imposait, in fine, elle s'est imposée. Il fallait résorber cette poche qui commençait à se fermer et qui potentiellement était dangereuse. Après, c'est aux politiques d'essayer de se pencher sur le problème. Les Africains, les Européens, les Occidentaux au sens large, et essayer une fois de plus de résorber tous ces problèmes de misère. Mais c'est énorme, ce sont des sujets énormes et qui laissent donc présager, hélas, un futur assez sombre dans cette région et dans toutes les régions que vous avez évoquées. Sur votre travail, est-ce que vous avez eu facilement accès aux sources militaires pour écrire ce livre? Alors oui, on va dire, c'est une question, je dirais, de confiance. Ils me connaissent bien dorénavant. Ils savent qu'ils peuvent discuter en confiance à partir du moment où ils savent que je ne me lancerai pas dans de grandes théories, je n'essaierai pas d'exploiter leurs témoignages. Donc une relation de confiance qui s'est créée, qui me permet d'avoir accès à un certain nombre d'interlocuteurs intéressants. Vous avez l'impression que vous réussissez à dépasser la critique qui est souvent faite à l'armée française, que c'est la Grande Muette? Oui, c'est ma grande ambition. Mais c'est ce que je dis toujours, l'armée, on l'appelle toujours la Grande Muette, elle a tendance elle-même à dire qu'elle a affaire à un monde de sourds. C'est-à-dire qu'elle parle mais qu'on ne l'entend pas. Donc j'espère être ce vecteur, mais une fois de plus, ça n'implique pas pour moi d'être en quoi que ce soit un propagandiste. C'est une question de confiance, les gens se livrent très librement, et dans ce livre, je crois démontrer, il y a quantité d'avis très différents au sein même des institutions militaires, de renseignement. Donc il y a un travail, je dirais, intelligent pour être très prétentieux à faire en la matière.